Bien, Monsieur Crawford Jones, puisque je vous ai tant vu, s'il vous plaît, durant ces quelques semaines que vous avez passées en Angleterre. Ils ont joué les héros, mais ont vécu comme des méchants. Ces stars des années 60 avaient des côtés sombres que les fans n'ont jamais vus. Un acteur s'est imposé à une jeune actrice sans avertissement. Un autre a battu sa femme et a mis ça sur le compte d'un accident de voiture. Un célèbre comédien a enfermé des femmes dans sa loge et s'est exhibé. Leur talent leur a valu la gloire, mais leur comportement a laissé des cicatrices. Aujourd'hui, nous voyons derrière le masque les stars qui illuminaient ces écrans étaient en fait les personnes les plus sombres sur le plateau. Marlon Brando. Marlon Brando a changé le jeu d'acteur à jamais. Quand il apparaissait à l'écran, on n'avait pas l'impression qu'il jouait. Il avait l'air vrai. Des films comme Un tramway nommé Désir et Sur les quais ont fait de lui une légende. Mais derrière toute cette gloire se cachait un homme qui a causé beaucoup de douleur. Il n'était pas seulement difficile, il pouvait être cruel, et parfois, les personnes qui travaillaient avec lui n'ont jamais oublié les dommages qu'il a laissés derrière lui. L'une des pires histoires vient du film Le Dernier Tango à Paris. Brando avait 48 ans. Sa co-star Maria Schneider n'en avait que 19. Pendant le tournage, quelque chose s'est passé qui n'était pas dans le scénario. C'était la fameuse scène du beurre, et c'était l'idée de Brando. Maria n'a pas été avertie. Elle ne l'a découvert que juste avant de la tourner. Elle a dit plus tard « J'étais tellement en colère. » Mais il était trop tard. Ils l'ont filmé quand même. Maria a dit qu'elle s'était sentie humiliée. Et elle a même dit qu'elle s'était sentie un peu violée, pas seulement par Brando, mais aussi par le réalisateur, Bernardo Bertolucci. Brando ne semblait pas s'en soucier. Quand Maria était bouleversée, il a juste balayé ça du revers de la main. Il lui a dit « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un film. » Mais pour elle, ce n'était pas le cas. Elle a versé de vraies larmes pendant cette scène. Et après que les caméras se soient arrêtées, Brando ne l'a pas réconfortée. Il ne s'est même pas excusé. Plus tard, Bertolucci a admis qu'ils avaient prévu de ne pas lui dire tous les détails parce qu'il voulait une vraie réaction. Il ne voulait pas qu'elle joue. Il voulait que sa peur et son humiliation soient réelles. Et c'est exactement ce qu'ils ont obtenu. Les dégâts ne se sont pas arrêtés à la fin du tournage. Maria a lutté pendant le reste de sa vie. La drogue, la dépression, même les tentatives de suicide l'ont tenté. Pendant ce temps, Brando a obtenu une autre nomination aux Oscars et des millions de dollars. Maria s'est retrouvée avec des cicatrices qu'elle n'a jamais pu complètement guérir. Elle est décédée en 2011, mais la douleur de ce film ne l'a jamais vraiment quittée. Et ce n'était pas un cas isolé avec Brando. Les problèmes semblaient le suivre partout où il allait. En 1962, pendant le tournage des Révoltés du Bounty à Tahiti, le comportement de Brando a presque détruit toute la production. Il a causé retard après retard, s'est battu avec l'équipe et a fait grimper les coûts si haut que la MGM a failli faire faillite. Les journaux ont même publié des articles qualifiant ça de désastre. Un réalisateur a dit que donner à Brando le contrôle d'un film, c'était comme confier les clés d'un coffre-fort de banque à un enfant gâté. Dans les années 1960, Brando ne semblait même plus aimer jouer. Il a dit un jour qu'il ne jouait que pour l'argent. Cette amertume se voyait. Il a accepté des rôles qui ne l'intéressaient pas. Son poids a fluctué. Ses performances ont commencé à perdre leur magie. Les gens disaient qu'il ne faisait même pas d'efforts. Hors caméra, sa vie est devenue plus étrange. Il est devenu paranoïaque. Il enregistrait tout, ses appels téléphoniques, ses visiteurs, même ses propres pensées. Il parlait d'installer des caméras autour de sa maison parce qu'il ne faisait confiance à personne. Dans un enregistrement, il s'inquiétait de ce que des gens se faufilaient jusqu'à son portail la nuit. Les propres mots de Brando montraient à quel point il se sentait perdu. Il a dit un jour qu'il détestait être célèbre parce que les gens le regardaient comme si c'était un animal dans un zoo. Il se sentait piégé, regardé, jamais traité comme une vraie personne. Cette solitude le rendait encore plus difficile à vivre. Il a repoussé les gens, ses amis, sa famille, ses co-stars,
jusqu'à ce qu'il soit entouré de murs qu'il avait lui-même construits. Peter Hall. Peter Hall avait le genre de visage qu'on n'oublie pas. Ses yeux bleus perçants, cette énergie sauvage, la façon dont il pouvait voler tout un film avec un simple regard. En 1962, il est devenu une star dans le monde entier quand il a joué le rôle principal dans Lawrence d'Arabie. Ça aurait dû être le début d'une carrière propre et dorée. Au lieu de ça, Peter Hall est devenu tout aussi célèbre pour ce qu'il a fait hors écran. Il a bu comme peu d'autres l'ont jamais fait, et il en a payé le prix encore et encore. Il est né en 1932 et a couru après la grandeur pendant des décennies. Il a été nominé 8 fois pour l'Oscar du meilleur acteur, mais n'a jamais gagné. Il a fallu attendre 2002 pour qu'il reçoive un Oscar honorifique. Presque comme si le monde avait finalement renoncé à attendre qu'il ralentisse. Même avec des performances inoubliables dans des films comme Beckett, Le Lion en hiver et La classe dirigeante, O'Toole avait toujours quelque chose qui le poursuivait. Et c'était généralement dans une bouteille. La véritable ampleur de son penchant pour la boisson s'est manifestée pendant le tournage de Lawrence d'Arabie. Il y avait une scène folle où lui et Omar Sharif devaient charger une colline escarpée sur des chameaux. Des centaines de figurants chargeaient derrière eux à cheval. Au lieu de prendre ça au sérieux, ils ont imaginé un plan qui semble insensé aujourd'hui. Sharif a calculé les probabilités. Il y avait 81 qu'il tombe, 41. 10 stas contre un 5 contre un, qu'il se fasse piétiner. Alors, ils se sont saoulés à en perdre connaissance et se sont attachés aux chameaux. O'Toole a plaisanté plus tard en disant que la terreur que vous voyez sur son visage dans cette scène n'était pas du tout du jeu. C'était de la pure peur alimentée par l'alcool et la folie de ce qu'il faisait. Ça ne s'est pas arrêté là. Après la chevauchée sauvage en chameau, O'Toole a été gravement blessé. Son derrière était tellement meurtri qu'il a dû rembourrer sa selle avec un morceau de caoutchouc mousse juste pour s'asseoir. Les figurants bédouins l'ont vu et lui ont donné un nouveau surnom, Seigneur de l'éponge. Huel adorait raconter aux gens que même des années plus tard, certains cavaliers essentialistes bédouins utilisaient encore ce nom. Pour lui, chaque cicatrice avait une cohistoire et chaque erreur faisait partie de la légende qu'il construisait autour de lui. Quand il n'était pas sur le plateau, il était généralement quelque part en pleine beuverie avec d'autres célèbres fêtards comme Richard Burton, Richard Harris et Albert Finney. Il pouvait boire pendant des jours. Parfois, c'était inoffensif. Parfois, ça tournait mal. Une fois, un critique du nom de Kenneth Tynan a envoyé à O'Toole une fausse lettre disant que l'IRA allait faire exploser son hôtel pendant le tournage de Rosebud. Hull n'a pas ri. Il a trouvé Tynan, a amené quelques amis et a battu l'homme si violemment que certains ont dit qu'il avait à peine survécu. Dans les années 1970, les dégâts l'ont rattrapé. Son corps a commencé à lâcher. Les médecins ont dû enlever une partie de ses intestins. Il a failli mourir. Après ça, il a ralenti sa consommation d'alcool, mais il ne s'est jamais excusé. En 2007, il a déclaré au Guardian qu'il ne regrettait pas une seule goutte. Pour sa génération, a-t-il dit, ils avaient survécu à la guerre et au rationnement. Quand la paix est revenue, ils voulaient se sentir vivants. Et pour Hull, ça signifiait boire fort et boire en public, ne jamais se cacher dans une pièce sombre avec une bouteille. Même vers la fin de sa vie, il a gardé la sauvagerie près de lui. Un soir, il s'est présenté à l'émission de David Letterman, montant un chameau sur scène. Après être descendu, il a donné une canette de bière au chameau et a fait une blague en disant qu'il avait soif. Jerry Lewis. Jerry Lewis était connu comme le roi de la comédie. Pendant des décennies, les gens ont ri de ses pitreries et l'ont félicité pour son travail de charité, en particulier les télétons sur la dystrophie musculaire. À l'extérieur, il ressemblait à une légende, un homme qui a tant donné et qui a rendu les gens heureux. Mais derrière les blagues et le grand sourire, il y avait une histoire beaucoup plus sombre qui attendait d'être racontée. En 2022, des années après le décès de Lewis, un documentaire et un article choquant ont révélé un autre côté de lui.
Plusieurs femmes qui avaient travaillé avec Lewis se sont exprimées et leurs histoires étaient déchirantes. Elles ont dit qu'il avait utilisé sa gloire et son pouvoir pour blesser les femmes, pas pour les aider. L'une d'elles était Karen Sharp. Elle jouait son intérêt amoureux dans The Disorderly Orderly. Ce qui aurait dû être un simple essayage de costume s'est transformé en cauchemar. Elle a dit que Lewis avait chassé tout le monde de la pièce, l'avait attrapée et avait essayé de la forcer. Quand elle a dit non, il était furieux. Après ça, il a dit à l'équipe de tournage de l'ignorer. Elle était coincée sur le film, piégée par son contrat, travaillant jour après jour avec un homme qui agissait comme si elle n'existait même pas, sauf quand les caméras tournaient. Une autre actrice, Hope Holiday, a raconté une histoire encore plus horrible. Elle a travaillé avec Lewis sur The Ladies' Man. Dès son premier jour, il l'a invitée dans sa loge. Une fois qu'elle est entrée, il a appuyé sur un bouton qui a verrouillé la porte. Ensuite, il a commencé à parler de sexe. Avant qu'elle puisse réagir, il s'est exhibé et a commencé à se toucher juste devant elle. Elle est restée assise là, figée, terrifiée, ne sachant pas quoi faire. Le lendemain, elle l'a confronté et l'a giflé. Mais Lewis était la star et le réalisateur, et la production s'est arrêtée. Il ne lui a plus jamais parlé. Elle a pensé à le dénoncer, mais a décidé de ne pas le faire, effrayée de ce que ça pourrait faire à sa carrière. Après tout, Lewis était un géant chez Paramount Studios. D'autres femmes ont dit que travailler avec Lewis était misérable aussi. Jill St. John a dit que son séjour avec lui avait été extrêmement malheureux. Connie Stevens avait entendu des histoires avant même de le rencontrer. Elle a dit plus tard qu'elle était la seule actrice à s'être présentée à ses funérailles, ce qui en disait long sur ce que les autres femmes à Hollywood pensaient de lui. La noirceur ne s'arrêtait pas au travail. La propre famille de Lewis connaissait un côté de lui que le public n'a jamais vu. Derrière les portes closes, il était cruel envers sa femme et ses enfants. Ses fils ont décrit plus tard une vie pleine de peur, disant que leur père les battait, les humiliait et faisait de leur maison un cauchemar. Ils l'ont traité de tyran et ont même dit qu'il détestait ses propres enfants. Joan Crawford. Joan Crawford était l'une des plus grandes stars du vieil Hollywood. Elle est passée de la danse dans les clubs à la victoire d'un Oscar. Et pendant des années, elle a été considérée comme l'exemple parfait du glamour. Mais derrière toutes les robes chics et les caméras qui flashent, il y avait un côté plus sombre de sa vie que beaucoup de gens n'ont jamais vu. Elle a commencé comme danseuse avant d'obtenir un contrat avec la MGM en 1925. Elle n'a même pas choisi son nom. Il a été choisi lors d'un concours de magazine. Sa grande chance est venue avec le film Our Dancing Daughters en 1928. Les gens adoraient son énergie et elle est devenue une énorme star des flappers. Quand les films muets ont pris fin et que le son est arrivé, elle a eu peur comme beaucoup d'acteurs. Mais son premier film, parlant Untamed en 1929, a quand même été un succès. Tout au long des années 1930, elle est devenue l'une des plus grandes stars de la MGM, jouant avec Clark Gable dans plusieurs films. Le public a adoré ses rôles de Rags to Riches pendant les années difficiles de la dépression. Quand sa gloire a commencé à s'estomper, elle n'a pas abandonné. Elle a quitté la MGM et a signé avec Warner Brothers en 1943 pour une énorme somme d'argent. Elle a remporté un Oscar pour Mildred Pierce en 1945 et a été nominée à nouveau pour Possessed et Sudden Fear. En 1962, elle a fait un retour choquant avec Qu'est-il arrivé à Baby Jane aux côtés de son ennemi Bette Davis. Mais alors que sa carrière semblait incroyable, sa vie réelle était une histoire différente. En 1978, sa fille adoptive Christina a écrit un livre intitulé Mommy Dearest et il a dépeint une image terrifiante. Christina a dit que Joan était abusive physiquement et émotionnellement. Elle a dit que Joan la réveillait au milieu de la nuit juste pour avoir utilisé des cintres en fil de fer, qu'elle détestait. Un soir, Joan a trouvé un cintre en fil de fer et a complètement perdu le contrôle. Elle a arraché des vêtements du placard,
a traîné Christina par les cheveux et l'a battue en criant « Pas de cintre en fil de fer ». Le livre disait que la cruauté de Joanne ne se limitait pas aux coups. Christina a affirmé que Joanne créait de faux matins de Noël, empilant des cadeaux juste pour poser devant les caméras. Une fois que les journalistes étaient partis, elle forçait les enfants à choisir un cadeau et à donner le reste. Christina a également dit que son frère, Christopher, était attaché à son lit tous les soirs pour qu'il ne puisse pas se lever et aller aux toilettes. Encore plus étrange était ce que Christina insinuait à propos du quatrième mari de Joanne, Alfred Steele. Officiellement, il est décédé d'une crise cardiaque, mais Christina a dit qu'il avait été retrouvé en bas des escaliers et qu'il n'y avait pas eu d'autopsie. Elle n'a pas accusé sa mère directement, mais elle a clairement fait comprendre qu'elle ne croyait pas que c'était juste un accident. Le mauvais comportement de Joanne ne se limitait pas à sa famille. Sur les plateaux de tournage, elle se battait avec ses co-stars. Sa querelle la plus célèbre était avec Bette Davis pendant le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, mais ce n'était pas la seule. Sur le plateau de Johnny Guitar, elle aurait couché avec le mari de l'actrice Mercedes McCambridge et aurait ensuite intimidé Mercedes si violemment qu'elle a une fois jeté tous ses vêtements sur une autoroute. Joanne a dit plus tard froidement « J'ai 4 enfants, je n'ai pas besoin d'un 5e. » Il y avait des rumeurs encore pires. Certains ont affirmé que Joanne avait séduit le jeune acteur Jackie Cooper de manière étrange, le baignant et le poudrant comme une poupée. À Hollywood, sa vie amoureuse débridée est devenue une blague récurrente. B. Davis a dit un jour « Joanne a couché avec toutes les stars masculines de la MGM, sauf Lassie. » Même la façon dont elle a adopté ses enfants était entourée de sombres chuchotements. Christina a affirmé que Joanne était impliquée dans des adoptions illégales, prenant des enfants qui étaient arrachés à leurs vrais parents. Certains ont dit qu'elle travaillait avec une femme du nom de Georgia Tann, qui dirigeait un réseau de trafic d'enfants se faisant passer pour une agence d'adoption. Joanne a adopté 5 enfants, mais l'un d'eux a été repris par sa mère biologique après seulement 1 an. Dans ces dernières années, Joanne a lutté contre l'alcool. Elle s'est même présentée ivre dans le feuilleton The Secret Storm, remplaçant Christina, qui était malade à l'époque. Son dernier film, Trog, a été un désastre. Les critiques l'ont détesté et le public s'en est tenu à l'écart. Joanne est décédée d'un cancer du pancréas en 1977. 1 an plus tard, le livre de Christina a brisé son image à jamais. Frank Sinatra. Frank Sinatra n'était pas seulement un chanteur, c'était un roi. Avec des chansons comme Come Fly With Me, Strangers in the Night et My Way, il a régné sur la musique américaine des années 1940 aux années 1960. Sa voix était si puissante et douce que les gens l'appelaient Old Blue Eyes. Ce n'était pas seulement un chanteur non plus, il pouvait aussi jouer. Quand il a gagné un Oscar pour From Here to Eternity, ça a sauvé sa carrière à un moment où les gens pensaient qu'il était fini. En tant que chef du Rat Pack, il a fait des films comme Ocean's 11 et est devenu le symbole du cool pour toute une génération. Mais derrière toute la gloire et le glamour, il y avait une histoire plus sombre qui ne l'a jamais vraiment quitté. La vie de Sinatra a été mêlée à la mafia presque depuis le tout début. Quand Sinatra était encore un jeune homme, avant que le monde ne connaisse son nom, la mafia avait déjà les yeux sur lui. Le pianiste Chico Scimmone se souvient avoir vu Sinatra auditionner pour des chefs mafieux à la fin des années 1930. Ils lui ont expliqué ça très simplement. La mafia pouvait faire d'un homme une star ou elle pouvait le détruire. Sinatra a réussi cette audition et à partir de ce moment-là, il n'a jamais été loin de leur portée. L'un des plus grands signes de l'aide de la mafia est apparu quand Sinatra a voulu se retirer de son contrat avec l'orchestre de Tommy Dorsey. L'histoire raconte que Willie Moretti, un homme de main de la mafia, a rendu visite à Dorsey. Après ça, Dorsey a laissé Sinatra partir. Plus tard, Sinatra a nié ça, mais dans un témoignage antérieur, il a admis qu'il y avait eu une intervention. Même Lucky Luciano, l'un des chefs du crime les plus craints, a dit un jour qu'ils avaient mis 50 000 à 60 000 $ pour aider à lancer la carrière de Sinatra. Ils croyaient en lui,
et ils se sont assurés que le reste du monde aussi. Le gouvernement savait que quelque chose n'allait pas. Dans les années 1950, le Bureau fédéral des narcotiques a dit sans détour que Sinatra était l'un des nombreux artistes travaillant avec la mafia. Son ami Sunoni King a dit que les chefs mafieux avaient même assigné des personnes pour veiller sur Sinatra. Joe Fetty était avec lui presque tout le temps. Le temps, et si quelque chose d'important se présentait, le chef de Chicago, Sam Giannana, s'en occupait personnellement. Les liens de Sinatra avec ses hommes n'étaient pas occasionnels. Ils étaient profonds, personnels et durables. L'un des moments les plus tristement célèbres est survenu en 1947 quand Sinatra a fait un voyage à La Havane. Des rapports officiels d'agents du FBI et d'agents de la lutte contre la drogue ont dit qu'ils avaient vu Sinatra traîner avec Lucky Luciano presque tous les soirs. Des chroniqueurs en Amérique se demandaient à voix haute pourquoi une star comme Sinatra passerait ses vacances avec des gangsters. Quand on lui a posé la question, Sinatra a explosé et a qualifié les rapports de mensonges vicieux. Mais le schéma était déjà établi. Chaque fois que des gens posaient des questions sur ses liens avec la mafia, Sinatra soit niait, soit changeait son histoire. Au début, il a dit qu'il connaissait à peine Joe Fetty. Puis, il a admis le connaître mieux. Puis, plus tard, les dossiers du FBI ont montré que Sinatra passait des heures avec Fetty et qu'il avait même visité la maison de sa mère. Même des décennies plus tard, Sinatra essayait encore d'affirmer qu'il ne connaissait aucun mafieux. Il insistait sur le fait qu'il ne savait pas que Luciano était un chef mafieux. C'était un mensonge auquel plus personne ne croyait. Au fur et à mesure que la célébrité de Sinatra grandissait, son pouvoir grandissait aussi. À la fin des années 1950, il se vantait d'être il padroni d'Hollywood. Ses liens commerciaux avec la mafia se sont manifestés à nouveau lorsqu'il est devenu copropriétaire du Calva Lodge à Lake Tahoe. Le chef mafieux Sam Giannana venait souvent lui rendre visite. Même si les autorités avaient averti Sinatra de se tenir à l'écart des criminels connus, il n'a pas écouté. Ses relations n'ont pas seulement nui à ses affaires, elles lui ont nui politiquement aussi. Quand John F. Kennedy se présentait à la présidence, il était proche de Sinatra. Mais une fois que l'équipe de Kennedy a vu à quel point les liens de Sinatra avec la mafia étaient profonds, ils se sont retirés rapidement. Des rapports du FBI montrent que Kennedy a même appelé Sinatra alors qu'il était au mariage de la fille d'un chef mafieux à Atlantic City. Après ça, leur amitié ne s'est jamais complètement rétablie. Robert Blake. Robert Blake a commencé comme un petit garçon au visage d'ange dans les comédies du gang de l'heure, se produisant sous le nom de Mickey Gubossi. Mais dans les coulisses, sa vie était un cauchemar. Blake a dit plus tard que ses parents l'avaient horriblement maltraité. Il s'est enfui de chez lui quand il n'avait que 14 ans. Cette douleur est restée avec lui pour toujours. Blake a réussi d'une manière ou d'une autre à continuer à jouer. Il a servi dans l'armée, est revenu et a décroché de petits rôles dans des films. Puis, il a stupéfié tout le monde avec son rôle dans De sang-froid, jouant un tueur dans la vraie vie. Il ressemblait à l'homme qu'il jouait. Il agissait comme lui aussi. Les critiques l'ont adoré, mais quelque chose chez Blake semblait un peu trop proche de l'obscurité. Dans les années 1970, Blake est finalement devenu un nom familier avec l'émission de télévision Beretta. Il jouait un flic de la rue avec un cacatoès comme animal de compagnie et beaucoup de paroles dures. Mais dans les coulisses, il n'était pas facile de travailler avec Blake. Il était en colère. Il était amer à propos de son enfance. Il se battait avec des gens sur le plateau. Il consommait des drogues. Finalement, il a tout abandonné et a disparu pendant des années. Quand Blake est revenu sous les feux de la rampe, ce n'était pas pour son travail. C'était pour quelque chose de bien pire. En 2001, sa femme, Bonnie Lee Beckley, a été retrouvée morte par balle dans sa voiture devant un restaurant à Los Angeles. Blake a affirmé qu'il était rentré à l'intérieur pour chercher une arme qu'il avait oubliée. Quand il est revenu, elle avait été abattue à la tête. La police a rapidement trouvé une arme dans une poubelle non loin des lieux du crime.
Elle correspondait aux balles utilisées pour tuer Backley, mais ils n'ont pas pu prouver que Blake avait appuyé sur la gâchette. L'affaire est devenue un cirque. 2 cascadeurs se sont manifestés, affirmant que Blake avait essayé de les engager pour tuer sa femme. L'un a dit que Blake lui avait offert 10 000 $. L'autre a dit que Blake avait fait une offre similaire. Tous les deux ont refusé. Au procès, les procureurs n'ont pas pu relier Blake directement à la fusillade. Il n'y avait pas de poudre sur ses mains. Il n'y avait aucun témoin qui l'avait vu appuyer sur la gâchette. Après un long et dramatique procès, Blake a été acquitté. Mais comme O.J. Simpson, il n'était pas complètement tiré d'affaire. Dans un procès civil, Blake Amana a été reconnu responsable de la mort de Backley et a été condamné à verser 30 millions de dollars à sa famille. La vie de Blake après ça a été un désastre. Il s'est déclaré en faillite. Il n'a plus jamais joué. Son dernier rôle au cinéma était dans Lost Highway de David Lynch, où il jouait un personnage effrayant appelé The Mystery Man. Une fin appropriée à sa carrière. Robert Blake est décédé en 2023 à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui une histoire qui, selon beaucoup, s'est terminée par un meurtre, même si les tribunaux ne l'ont jamais officiellement dit. Richard Burton. Richard Burton venait d'une petite ville du pays de Galles. Il rêvait de plus, et grâce à son pur talent, il est devenu l'un des acteurs les plus puissants d'Hollywood. À l'écran, il avait une voix qui remplissait les théâtres et des performances qui lui ont valu 7 nominations aux Oscars. Mais, loin des caméras, sa vie était pleine de douleurs, d'erreurs et de cœurs brisés. Son succès ne pouvait pas cacher les problèmes qu'il portait en lui. Les problèmes ont commencé tôt. Burton a pris sa première boisson à seulement 11 ans. Ce n'était pas une surprise. Son père était aussi un gros buveur, passant souvent des jours ivres, même après avoir été blessé dans un accident minier. Burton a grandi en regardant ça et a malheureusement suivi la même voie. À l'âge adulte, il s'est inventé de boire d'énormes quantités d'alcool, même en travaillant. Sa santé et ses relations en ont payé le prix. Dans les années suivantes, quand il parlait de sa consommation d'alcool à la télévision, les dégâts étaient déjà faits. Puis est arrivée Elizabeth Taylor. Leur histoire d'amour n'était pas douce. C'était une tempête. Ils se sont rencontrés sur le plateau de Cléopâtre, tous les deux déjà mariés à d'autres personnes. Leur liaison a choqué le monde. Les journaux ont suivi chacun de leurs mouvements. Même le Vatican s'est prononcé contre eux. Burton s'en fichait. Il s'est une fois vanté bruyamment sur le plateau d'avoir couché avec Taylor. Leur passion était sauvage, tout comme leur combat. Quand leurs partenaires les ont finalement quittés, Burton et Taylor se sont mariés. Mais le mariage était un champ de bataille aussi. Les combats tournaient souvent à la violence. Une dispute terrible a laissé Taylor avec des ecchymoses et un nez cassé, bien qu'ils aient blâmé un accident de voiture. Ceux qui étaient proches d'eux connaissaient la vérité. Ils ont divorcé, se sont remariés et ont divorcé à nouveau. C'était un cycle qu'ils ne pouvaient pas briser. Ils ont joué ensemble dans de nombreux films, jouant des couples qui se battaient et se blessaient. Les frontières entre le jeu et la vie réelle se sont estompées et ça les a usés. Même après s'être séparés pour de bon, les dégâts sont restés. Les problèmes de Burton ne se sont pas arrêtés avec Taylor. Il a eu des liaisons avec d'innombrables femmes. Selon certains témoignages, plus de 2000. Il ne s'en cachait pas. Même marié, il a continué à courir après d'autres femmes. Il a eu une liaison avec l'actrice Nathalie Delaune et a même une fois laissé entendre qu'il avait exploré des relations avec des hommes, ce qui a fait tourbillonner encore plus de rumeurs autour de lui. La vie de Burton n'a jamais été simple, jamais calme et jamais exempte de scandales. Steve McQueen. Steve McQueen, connu comme le roi du cool, avait une noirceur différente. Pour le monde, il était le héros coriace de la Grande Évasion et de Bullitt. Mais à l'intérieur de sa propre maison, il était cruel et dangereux. Sa première femme, Neil Adams, a tout vécu. Elle a raconté plus tard au monde comment l'homme que tout le monde admirait avait fait de sa vie un cauchemar. McQueen la trompait constamment, mais ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle soit infidèle.
Quand il a soupçonné qu'elle l'avait été, il l'a forcée à prendre des drogues et à se confesser. Puis, il l'a battue encore et encore, exigeant tous les détails sordides. Une fois, il a même pointé une arme chargée sur sa tête, menaçant de la tuer si elle ne lui en disait pas plus. La peur avec laquelle elle vivait était réelle et constante. Les abus ne se sont pas arrêtés là. McQueen l'a poussée à consommer de la cocaïne. Quand elle est tombée enceinte, il a refusé de croire que c'était son enfant. Terrifié et seul, Adams a avorté, convaincu que le bébé ne survivrait pas à la violence de toute façon. Après qu'elle l'ait quitté, McQueen a épousé l'actrice Ali MacGrath, mais le schéma s'est répété. Il était contrôlant, jaloux et cruel. Il a eu d'innombrables liaisons tout en l'accusant de la même chose. Elle a dit plus tard qu'il avait une profonde colère en lui mêlée à une étrange sorte de tristesse. Leur mariage s'est effondré comme le précédent, et les démons de McQueen ne l'ont jamais vraiment quitté, même quand sa vie s'est terminée prématurément à seulement 50 ans. Tony Curtis. Tony Curtis avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce, mais derrière, il y avait un homme plein d'obscurité. Il est devenu célèbre avec des films comme Certains l'aiment chaud et Spartacus, mais hors écran, il a laissé une traînée de cœurs brisés et de scandales. Un soir de 1957, alors que Kim Novak tournait Vertigo, Curtis l'a invité à une fête chez lui. Novak pensait que son petit ami serait là aussi. Il ne l'était pas. Curtis lui a donné à boire. Elle se souvient n'en avoir pris qu'un, mais après ça, tout est devenu flou. Elle s'est réveillée, des heures plus tard nue, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Novak a dit plus tard qu'elle croyait que Curtis l'avait droguée cette nuit-là. C'était une trahison choquante rendue encore pire parce que c'est arrivé à l'intérieur de la maison qu'il partageait avec sa femme Janet Leigh. Le mauvais comportement de Curtis ne s'est pas arrêté là. Après la fin de son mariage avec Leigh, il a commencé à sortir avec une jeune actrice, Christine Kaufman. Il avait 38 ans, elle n'en avait que 17. Les fans se sont retournés contre lui. Le beau gosse est devenu quelqu'un dont les gens chuchotaient à cause de mauvaises raisons. Même pendant qu'il était marié à Leigh, Curtis avait liaison après liaison, courant après des femmes beaucoup plus jeunes que lui, y compris ses co-stars. Il était jaloux aussi, accusant constamment Leigh de tricher, alors même qu'il trichait lui-même. Des années plus tard, il a affirmé avoir eu une liaison avec Marilyn Monroe pendant le tournage de Certains l'aiment chaud et a dit qu'elle était tombée enceinte et avait fait une fausse couche après l'avoir dit à son mari. Au fil des ans, la vie de Curtis est devenue plus chaotique. Il a été arrêté pour possession de drogue à l'aéroport de Heathrow. Sa carrière cinématographique, autrefois brillante, s'est estompée et il s'est tourné vers la peinture. Mais même après sa mort, il a choqué sa famille une dernière fois. Dans son dernier testament, il a tout laissé à sa 6e femme, beaucoup plus jeune, excluant tous ses enfants. C'était une trahison finale dans une vie pleine de trahisons.